Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler santé et plus précisément de la scoliose. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Jade, j'ai 23 ans et je souffre d'une double scoliose depuis plusieurs années. Je fais cette vidéo à titre informatif et préventif dans le but d'aider certaines personnes mais aussi pour vous sensibiliser. Honnêtement, j'aurais aimé tomber sur ce genre de vidéo il y a quelques années de ça pour justement apprendre à mieux connaître mon corps et surtout à m'écouter davantage. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience personnelle, des conséquences que ça a, mais aussi 2-3 conseils que je pourrais vous partager pour justement apprendre à vivre avec sa scoliose et surtout s'accepter. Je vais vraiment m'appuyer sur mon vécu et sur ce que des professionnels de santé m'ont dit, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et sur ce je vous laisse avec la suite. Premièrement, commençons par définir ce qu'est une scoliose. Une scoliose, c'est tout simplement une déviation de la colonne vertébrale pouvant partir soit vers la gauche, soit vers la droite et pouvant aussi tourner légèrement sur elle-même. De là, il s'agit d'une déformation tridimensionnelle sur le plan frontal, horizontal et sagittal, mais évidemment, je reviendrai un petit peu plus tard sur ces termes. On estime que 3% de la population globale serait concernée par la scoliose et ça toucherait majoritairement des filles et des femmes. En vrai, tout le monde connaît le terme de scoliose, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh bien ça ne concerne que très peu de personnes dans le monde. Pour être diagnostiqué d'une scoliose, il faut répondre à 3 critères. Premièrement, certains vertèbres sont désalignés, autrement dit certains vertèbres penchent un petit peu plus que d'autres. Ensuite, l'angle formé par les deux vertèbres les plus penchées doit être supérieur à 10 degrés. Dans le cas où justement il y a une légère déviation de la colonne vertébrale mais dont l'angle est inférieur à 10 degrés ou égal, on va parler d'une attitude scoliotique. Et pour finir, il y a présence d'une gibbosité qui est due à la rotation des vertèbres. En gros, ça correspond à la fameuse bosse qui est créée par surélévation des côtes quand justement on va se pencher en avant. Les médecins et les pédiatres sont en capacité d'identifier une scoliose, mais attention, ce ne sont pas les seuls car même d'autres professionnels ou alors les parents peuvent aussi contribuer à l'identification de l'anomalie. Dans certains cas, ce sont même des podologues, voire des masseurs qui détectent tout simplement la déviation de la colonne vertébrale et qui par la suite peuvent vous inviter à consulter un professionnel de la santé. Par exemple, l'année dernière, j'étais partie en vacances et quand je m'étais fait masser, eh bien tout simplement la masseuse avait relevé en fin de compte la déviation que j'avais au niveau de la colonne vertébrale et en fait dans un contexte où si je ne le savais pas, eh bien ça aurait été utile de le savoir. À savoir que parfois les critères sont invisibles à l'œil nu, donc il est nécessaire de passer une radiologie pour poser un diagnostic. En réalité, il est important de se faire diagnostiquer quand on est assez jeune parce que les critères sont d'autant plus invisibles quand on est tout petit et puis les symptômes tels que les douleurs par exemple peuvent apparaître un peu plus tard au cours de notre vie. En termes de symptômes maintenant, eh bien on retrouve généralement un désalignement, une sorte de déséquilibre en fin de compte au niveau des épaules, du bassin ou même de la poitrine. On peut aussi retrouver une certaine courbure au niveau du torse qui crée du coup une silhouette un peu plus creusée d'un côté tandis que l'autre c'est un petit peu plus raide. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve chez moi, je vous mettrai une vidéo à l'écran mais effectivement on voit que ma silhouette est complètement penchée entre guillemets, genre j'ai vraiment un déséquilibre au niveau des épaules, des omoplates et de la poitrine. Mais attention, je n'ai aucun déséquilibre au niveau du bassin, ce qui d'ailleurs est très surprenant parce que j'ai de nouveau un désalignement au niveau des membres inférieurs, donc je sais pas trop comment c'est possible, mais bref. En tout cas, ça aussi, je vous en parlerai un petit peu plus tard au cours de la vidéo. Ensuite, on va identifier deux types de scoliose. La première étant la scoliose simple, avec une seule courbure qui va être en forme de C, et la double scoliose qui, elle, va avoir donc deux courbures avec la forme d'un S. Pour la scoliose simple, ça peut être une scoliose soit thoracique, soit lombaire, donc quand il s'agit du thorax, eh bien tout simplement ça va concerner une courbure au niveau du haut du dos et quand il s'agit d'une scoliose lombaire, eh bien la courbure va se trouver en bas. Pour ma part, comme je l'ai dit précédemment, eh bien j'ai une double scoliose, donc à la fois thoracique et lombaire. Maintenant, en ce qui concerne les causes de la scoliose, eh bien désolé de vous décevoir, mais le sujet est encore trop méconnu pour le moment. Contrairement aux idées reçues, eh bien le port de charges lourdes et le fait de mal se tenir, donc d'avoir une mauvaise posture, ne sont en aucun cas responsables d'une scoliose. C'est-à-dire que quand bien même vous vous positionnez hyper mal, vous portez un truc hyper lourd, etc., eh bien vous ne pouvez pas souffrir d'une scoliose du jour au lendemain, ça ne se déclenche pas comme ça. Alors oui, après ça peut vous causer des douleurs, je dis pas le contraire, genre au collège ou au lycée, c'est pas normal en soi de porter genre des sacs qui pèsent 10 kilos sur le dos avec genre 10 manuels à l'intérieur, non. En revanche, dans 70 à 80% des cas, eh bien on parlera d'une scoliose idiopathique chez les enfants et les adolescents dont
la cause est inconnue. Donc en réalité, on sait pas trop si c'est dû à des facteurs génétiques ou si c'est plutôt genre des facteurs externes ou autres. Par contre, il existe des scolioses congénitales qui, elles, sont dues à une malformation des vertèbres et ce, dès la naissance, donc on grandit en fin de compte avec, ou alors des scolioses neuromusculaires qui, elles, sont dues à une maladie. Et dans certains cas, on parlera de scoliose dégénérative qui est liée au vieillissement, à l'arthrose ou alors à l'usure des vertèbres, donc généralement ça apparaît aux alentours de 50-60 ans. Maintenant, parlons de mon vécu. Comment concrètement est-ce que j'ai su que j'avais une scoliose? Je vous cache pas que dans mon cas, ça a été un petit peu le parcours du combattant parce qu'on m'a identifié pour la première fois une déviation à l'âge de mes 5 ans, mais je n'ai été diagnostiquée qu'en 2023, donc autrement dit 15 ans plus tard. Comme quoi, mieux vaut plus tard que jamais. Déjà, faut savoir qu'en France, il y a des examens de santé qui sont obligatoires pour les enfants, donc généralement pour suivre leur développement, leur motricité et leur croissance. Donc pour ma part, je faisais une visite médicale chaque année et à l'époque, j'étais suivie par le médecin traitant de ma famille. Et tout commence à l'âge de mes 5-6 ans quand on remarque une légère déviation de ma colonne vertébrale au niveau des lombaires, donc en bas à gauche. Donc forcément, mon dos est à surveiller pendant ma croissance. À savoir que tous les enfants sont différents, toutes les personnes sont différentes, donc forcément, on ne grandit pas de la même façon. Il y en a qui vont grandir beaucoup plus rapidement que d'autres. Et chez les enfants, il est assez difficile de savoir si, dans un premier temps, il s'agit d'une attitude scoliotique ou si c'est susceptible d'évoluer en scoliose, d'autant plus que la scoliose évolue avec la croissance. Donc jusque-là, rien de trop problématique. Honnêtement, j'ai très peu de souvenirs de ma scoliose durant mon enfance. Donc à l'époque, on faisait surtout attention à ma posture, mais évidemment, ça ne suffit pas toujours à corriger une attitude scoliotique. Par exemple, pour illustrer, ça c'est moi sur mon poney me tenant très droite et pour autant, ça ne m'a pas empêché de développer une scoliose par la suite. De là, je continue mes visites médicales annuelles jusqu'à l'âge de mes 10 ans où on me détecte la fameuse bosse, donc la gibbosité. Évidemment, comme si c'était pas assez drôle, eh bien mon médecin traitant part à la retraite, donc je me retrouve sans suivi du jour au lendemain. Donc de là, mes parents me trouvent un nouveau médecin généraliste pour des consultations ponctuelles, cette fois-ci sur Rennes, mais pour autant ça ne devient pas mon médecin traitant parce que tout simplement ça ne prend pas de nouveaux patients. Donc de là, je semblais répondre à tous les critères pour être diagnostiquée d'une scoliose. J'ai la bosse, donc la gibbosité, j'ai aussi une légère déviation qui semble être aux alentours de 10-11 degrés et forcément faut que je passe une radio. En 6e, sur recommandation de mon médecin, eh bien je suis envoyée au CHU de Rennes pour consulter soi-disant le meilleur chirurgien pédiatrique de la ville et de là il m'envoie faire des radios. Donc je fais pour la première fois des radios de mon dos et donc elles sont envoyées au pédiatre qui tout simplement dit à mes parents qu'elles sont faussées, que soi-disant eh bien ça fausse la lecture, que je me serais pas positionnée correctement lors des radios, donc elles sont foirées, faut recommencer. Donc de là, à l'époque, je trouve ça quand même un petit peu curieux parce que quand bien même je suis une enfant, genre j'ai 11 ans, en soi quand vous passez des radios, enfin je vous rassure, vous n'êtes pas seul à les faire, hein, genre vous êtes quand même encadré. Du coup, je suppose que à l'époque, si vraiment elles avaient été ratées et donc faussées comme ils le prétendaient, peut-être qu'on les aurait refait sur le coup. Puis en plus de ça, j'étais pas une enfant chiante dans le sens où moi on me demandait de faire quelque chose, juste je le faisais. Donc en fait, tout simplement, je m'étais positionnée de la manière dont on me l'avait montré. Enfin bref, de toute façon, le médecin nous disait que les radios étaient inexploitables, qu'il fallait donc les refaire, donc rebelote, et bien je retourne à Pontchaillou pour faire une deuxième fois des radios. Et je vous promets que les radios sont semblables, elles sont similaires, elles sont identiques, vraiment la même courbure, etc. Enfin franchement, il n'y avait rien qui avait changé, genre vraiment. Limite, en fait, les deux radios étaient superposables, vous voyez. Évidemment, ça ne suffit pas au chirurgien pédiatrique qui envoie une nouvelle fois chez mes parents, comme quoi, soi-disant, je me serais encore mal positionnée, donc que les radios n'étaient pas exploitables et que ma courbure, en fait, s'expliquerait par une simple attitude scoliotique. Donc de là, je vous avoue que moi, je suis un peu pris de court dans le sens où, à l'époque, j'étais une enfant, donc c'est très très dur, en fait, de rivaliser avec un adulte qui, d'autant plus, est un médecin. Et c'est surtout que ça m'avait un petit peu étonnée parce qu'en plus de ça, j'étais vraiment persuadée d'avoir plus qu'une attitude scoliotique parce que c'était vraiment l'époque où justement je commençais un petit peu à développer genre des douleurs dans le dos, etc. Et en fait, avec du recul, je trouve ça d'autant plus irrespectueux d'avoir vraiment joué sur ma crédulité et sur ma naïveté, mais surtout d'avoir remis en cause le professionnalisme des personnes qui tout simplement m'avaient fait passer les radios. Parce que n'oublions pas que derrière les scanners, ce sont des professionnels et plus précisément des manipulateurs en électroradiologie médicale. Donc honnêtement, je vois pas à quel moment, 2 fois consécutives, je me serais mal positionnée étant donné que j'étais encadrée. Mais bon, en vue du diagnostic, eh bien mes parents décident quand même de lui faire confiance étant donné qu'il est décrit comme étant le meilleur professeur de la ville
professionnel et en plus de ça, il nous avait été recommandé par notre nouveau médecin généraliste. Par la suite, on prend de nouveaux consultations avec ce fameux médecin, donc le médecin généraliste qui tout simplement nous l'avait recommandé et de là, je suis diagnostiquée d'une soi-disant attitude scoliotique de 11 degrés environ. Alors je sais que selon les professionnels, selon certaines personnes, dans certains cas, eh bien la scoliose peut être diagnostiquée à compter de 15 degrés parce que avant, eh bien la scoliose est considérée comme étant trop faible, mais en réalité, la scoliose est bien diagnostiquée à compter de 11 degrés et non 15. Donc en effet, avec du recul, je souffrais déjà bien d'une scoliose et non d'une attitude scoliotique. Donc en fait, de là, on suppose peut-être que le médecin, donc le pédiatre, avait peut-être envoyé promener mes parents parce que justement, il estimait que la scoliose était peut-être pas suffisante ou trop importante pour une prise en charge. Mais dans tous les cas, je n'ai absolument pas été suivie par la suite et c'est surtout que mes parents n'avaient pas été mis en garde d'une potentielle évolution vers une réelle scoliose. Donc pareil, en fin de compte, le médecin généraliste décide de faire confiance à ce fameux pédiatre, donc au CHU, et en fin de compte, il recommande à mes parents de consulter un podologue, cette fois-ci pour corriger mon attitude scoliotique. Donc en gros, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais j'ai les membres inférieurs qui sont inégaux. Autrement dit, j'ai mes fémurs qui ne font pas la même taille. Donc voilà, au travers de cette vidéo, vous devez vraiment vous dire que je suis cassée, mais en gros, quand j'étais toute petite, eh bien, mon médecin traitant de l'époque avait déjà remarqué que du coup, j'avais un fémur plus grand que l'autre, mais ça ne se voyait pas à l'œil nu et surtout, ça ne créait pas, en fin de compte, de déséquilibre au niveau de mon bassin. Donc en fait, on passe pas par quatre chemins, on en déduit que mon attitude scoliotique serait causée par du coup ce petit déséquilibre au niveau de mes jambes, tout simplement. Et donc pour pallier ça, eh bien, on me prescrit des semelles orthopédiques. Donc en soi, j'en ai porté pendant plusieurs années, mais honnêtement, j'ai senti aucune différence. Genre vraiment, c'est même un petit peu surprenant, voire dérangeant les premiers temps. Donc de mémoire, je crois que je les avais portés genre toute la durée de mon collège, mais du coup, il n'y avait pas de nette amélioration. Genre vraiment, je les portais dans l'espoir de corriger en fin de compte mon mal de dos. Sauf qu'arrivé au lycée, tout simplement, ça me saoule en fait de devoir porter des semelles orthopédiques, d'autant plus que ça abîmait de ouf mes chaussures parce qu'en fait, il fallait décoller la semelle initiale pour ensuite glisser les nouvelles semelles. Donc je vous avoue qu'en fait, ça défonçait mes paires et en plus de ça, moi qui suis extrêmement soigneuse avec mes affaires, genre vraiment, ça ne le faisait absolument pas. Au lycée, pour le coup, rien de particulier. Franchement, j'étais arrivée à un stade où je m'étais un petit peu comme habituée à mes douleurs dorsales. Je les avais pas pour autant normalisées, mais comme à l'époque, je faisais beaucoup de sport, je bougeais beaucoup, etc., en fait, c'était soit des douleurs ponctuelles, soit je les sentais que très très peu. Vient ensuite le début des études supérieures où j'avais une vie beaucoup moins active qu'avant pour la simple et bonne raison en fait que j'avais arrêté le sport régulier parce que forcément fini les cours d'EPS et non seulement j'avais arrêté le sport mais en plus de ça j'allais plus à l'école à pied mais en voiture. Donc quand je suis arrivée dans la vie d'adulte, j'étais beaucoup plus souvent assise pour réviser ou tout simplement travailler. Par exemple, j'ai déjà fait de la caisse et je vous promets que passer des articles toute la journée en étant assise dans une mauvaise position, ça vous casse le dos. Après, j'étais pas en grande surface, du coup, je faisais quand même pas mal de mise en rayon aussi, mais je vous cache pas que vraiment, genre, j'avais la possibilité entre faire la caisse en étant assise ou debout, genre, je le faisais H24 debout parce qu'en fait, ça me soulageait. Mes douleurs ont donc ressurgi de plus belle à l'âge adulte et recommandation de mon père, du coup j'ai consulté son ostéopathe. Du coup je prends rendez-vous pour la première fois avec cet ostéopathe et je lui explique en fin de compte mes douleurs dorsales, pourquoi je viens, etc. Et lorsqu'elle me check, forcément grosse déviation au niveau de la colonne vertébrale et un gros désalignement au niveau de mes omoplates. Donc là des années plus tard, rebelote chez un nouveau médecin généraliste. Cette fois-ci c'est mon médecin traitant, hein. Attention, je ne suis plus suivie à Rennes, cette fois-ci je suis suivie là où mes parents habitent. De là, on regarde mon dos et effectivement, je souffre quand même d'une scoliose. Là, pour le coup, c'est indéniable. C'est pas une attitude scoliotique, c'est bien une scoliose. Du coup, je suis envoyée de nouveau dans un centre hospitalier pour passer des radios. De là, je vais à l'hôpital des Sables-d'Olonne cette fois-ci et je passe des radios. Et à l'été 2023, on me diagnostique enfin d'une double scoliose. Donc 10 ans plus tard, la radio parle d'elle-même. Franchement, ma scoliose a quand même bel et bien évolué. Là, on n'est plus sur une simple attitude scoliotique, on est vraiment genre sur une double scoliose à la fois thoracique et lombaire. Du coup en haut j'ai un angle à 32 degrés et en bas j'ai un angle à 22 degrés. Et de là le chirurgien qui me fait la lecture m'explique que ma scoliose s'est stabilisée, donc elle est plus susceptible d'évoluer parce que tout simplement ma croissance est achevée. Après ça je sais qu'il faut toujours quand même un petit peu surveiller parce que selon certains cas parfois ça peut continuer de légèrement augmenter. Donc voilà, le diagnostic est tombé. Pour ma part je souffre d'une double scoliose modérée
modéré parce que les deux angles que j'ai sont entre 20 et 40 degrés. Donc en gros c'est l'angle de Cobb, donc l'angle de courbure qui tout simplement va évaluer la sévérité d'une scoliose. Entre 10 et 20 degrés on va parler d'une scoliotique légère, entre 20 et 40 du coup une scoliose modérée et au-delà de 40 degrés c'est une scoliose sévère. À savoir que la prise en charge par la suite est complètement différente selon la situation. L'attitude scoliotique peut être améliorée tandis que la scoliose peut être simplement corrigée de manière à la stabiliser dans le temps et du coup ralentir entre guillemets son aggravation. Donc voilà, vous vous doutez bien que pour moi j'ai pas du tout eu le traitement adapté, j'ai même eu aucun traitement si ce n'est un traitement orthopédique donc avec les semelles. Mais voilà, honnêtement je m'en sors très très bien parce que franchement j'aurais très bien pu avoir pire comme scoliose. Évidemment je suis pas à plaindre, il y a des personnes qui ont des doubles scolioses beaucoup plus sévères, il y en a qui ont une simple scoliose mais qui encore une fois a un angle beaucoup plus important que le mien. Pour la scoliose, le traitement va différer selon l'angle et l'évolution de la croissance. Évidemment le traitement le plus connu chez les enfants comme chez les adolescents c'est le port du corset. Pour ma part j'en ai pas porté, j'y ai échappé parce que honnêtement c'est vraiment quelque chose qui me faisait peur à l'époque, je voulais absolument pas porter ça mais il y a des personnes qui justement ont été contraintes d'en porter un et pour qui ça a vraiment changé leur vie. Il existe aussi le VBT qui est une chirurgie, donc une technique qui est un petit peu moins connue que la chirurgie classique qui cette fois-ci va intervenir pendant la croissance lorsque le corset ne suffit pas. C'est une technique qui vient des États-Unis et qui consiste à mettre un cordon flexible dans le dos. Et en dernier vient la fameuse chirurgie, donc l'opération dont tout le monde connaît plus ou moins quand il s'agit d'une scoliose, c'est l'arthrodèse vertébrale. C'est une opération qui est vivement recommandée pour les personnes souffrant d'une scoliose sévère, donc ça a pour but de corriger la courbure et de maintenir cette correction tout simplement en mettant des vis et des tiges métalliques au niveau de votre colonne vertébrale pour maintenir du coup les vertèbres les uns avec les autres. Ça va donc venir stabiliser votre colonne dans le temps, mais forcément il y a une perte de mobilité au niveau de la zone opérée, donc après encore une fois c'est du cas par cas. Chez les patients, certains vont perdre une certaine souplesse, d'autres vont avoir comme l'impression d'avoir les tiges métalliques dans le dos, du coup ils vont plus pouvoir se pencher en avant, etc. En fin de compte c'est comme une sensation de rigidité dans le dos. Ensuite abordons la partie un petit peu moins fun de cette vidéo, à savoir la douleur. Encore une fois celle-ci est propre à chacun, chaque corps est différent et chacun supporte sa scoliose à sa façon. La douleur en soi elle n'est pas universelle, c'est pas la scoliose en tant que telle qui fait mal, c'est plutôt les conséquences que ça a d'en avoir une. En gros la scoliose n'est pas censée être douloureuse en tant que telle, donc ça encore une fois c'est un peu un mythe qu'on a, genre un peu les idées reçues, mais c'est plutôt la déformation de la colonne vertébrale qui du coup va faire travailler davantage les muscles, ce qui du coup va engendrer une certaine douleur. Perso j'ai toujours eu une corpulence longiligne, donc j'ai toujours été assez fine et j'ai beaucoup de difficultés à prendre de manière générale du poids et du muscle. Ça fait environ 10-12 ans, donc en soi ça a commencé à l'âge de mes 10-11 ans si je me souviens bien, je ressens une fatigue musculaire, c'est-à-dire que j'ai vraiment genre des tensions dans le dos, mais concrètement je peux pas me tenir droite comme une personne normale, donc dite sans scoliose, avec la tête haute, les épaules en arrière, etc. Genre vraiment là vous me voyez plus ou moins droite ou peut-être un peu penchée, mais si on me voit genre par exemple de derrière ou quoi, vraiment genre j'ai une très mauvaise posture. J'ai beaucoup de difficultés à me tenir droite parce que ça sollicite énormément le peu de muscles que j'ai pour maintenir en fait cet équilibre. Si vous préférez, en gros c'est comme si ma colonne vertébrale était un peu trop lourde pour mon corps. C'est pour ça que dans certaines de mes vidéos ou même dans la vie de tous les jours, j'ai souvent tendance en fait à être un petit peu genre avachie, genre vraiment le dos rond, très courbé, etc. C'est qu'en fait pour moi c'est une position qui est entre guillemets naturelle et surtout la position la plus confortable pour moi. Mon dos s'épuise hyper rapidement, du coup quand par exemple je reste trop longtemps assise ou au contraire je suis trop longtemps debout, en fait genre j'ai hyper mal au dos, ce qui fait que j'ai toujours besoin de bouger constamment. D'ailleurs sur le plan sagittal, donc en gros quand on me voit de profil sur la radio, le chirurgien m'a tout simplement expliqué qu'effectivement j'avais une certaine raideur, c'est-à-dire que normalement votre colonne vertébrale de profil est fait comme des courbures, en fin de compte vous avez des courbures naturelles, donc tout simplement au niveau des omoplates ça va être un petit peu bossé, après ça va être creusé, etc. Moi vraiment genre je suis un peu raide genre. Après un truc qui vraiment va venir aussi soulager mes douleurs et toutes mes tensions, c'est les massages. Genre je sais que toutes les personnes n'aiment pas les massages, mais franchement les personnes qui souffrent de scoliose généralement aiment bien ça parce qu'en fait ça détend vraiment, genre ça détend le peu de muscles, etc. Et franchement j'adore. Mais en vrai si vous avez la possibilité de vous faire masser, vraiment on se rend pas compte à quel point ça fait tellement du bien. C'est très important de faire du renforcement musculaire
musculaire au niveau du dos. Genre vraiment c'est ce qui aide généralement le plus les personnes souffrant de scoliose, c'est vraiment genre se muscler le dos, se gainer, genre c'est très important en fait de se muscler le dos et donc de faire du renforcement pour tout simplement que votre corps puisse supporter votre colonne vertébrale. C'est d'ailleurs quelque chose qui est vivement recommandé et qui sauve vraiment la vie des personnes qui du coup ont subi l'opération. Franchement moi je partais de loin, je vous mettrai des photos à l'écran mais vraiment il y a une différence entre ces deux photos. Après vous pouvez aussi faire de la rééducation en consultant un kinésithérapeute. Ça aide beaucoup pour travailler le dos mais surtout améliorer votre posture. Par exemple à la suite de mon diagnostic, mon médecin m'avait recommandé de faire quelques séances de kiné par an mais honnêtement je sais pas s'il y a un réel intérêt derrière étant donné que je vais déjà à la salle. Après évidemment vous n'êtes pas obligé d'aller à la salle de sport ou nécessairement de faire du kiné. Genre je sais qu'il y a plein d'autres sports qui vraiment genre favorisent entre guillemets le renforcement musculaire au niveau du dos quand vous souffrez d'une scoliose etc. Je pense notamment à la natation. C'est un sport qui tout simplement est vivement recommandé chez les personnes scoliotiques parce qu'en fait ça renforce de ouf le dos. Après encore une fois le but c'est vraiment genre de faire une activité physique qui vous plaît. En revanche un sport qui est très peu recommandé surtout quand on est en croissance c'est la course à pied. En gros avant mon père courait beaucoup et du coup pendant mon adolescence il voulait m'emmener avec lui genre faire ses footings etc. Sauf que mon médecin à l'époque avait dit pas avant mes 16 ans, genre vraiment pas de course à pied avant mes 16 ans. Après encore une fois c'est ce que vraiment mon médecin m'avait dit à moi, genre peut-être que votre médecin vous dira d'aller courir ou quoi que ce soit, enfin en général je crois que c'est pas un sport qui est hyper recommandé quand on est encore en croissance et que du coup on souffre de scoliose, mais encore une fois eh bien le fait de courir aura un impact différent selon votre corpulence et votre scoliose. Par exemple Usain Bolt tout simplement, genre lui il souffre d'une scoliose, genre d'ailleurs on le voit vraiment quand on le voit de dos en fait et pour autant ça l'a pas empêché de courir et d'être champion du monde. Donc en fait il est hyper important de se rappeler que quelque chose qui est recommandé ou déconseillé dans ma situation peut à l'inverse être conseillé ou du coup genre déconseillé dans votre cas à vous. Après une chose dont on parle pas souvent et qui pourtant pour moi est très important c'est vraiment genre la literie. Je trouve que c'est assez compliqué déjà de trouver une bonne position pour dormir parce que vraiment genre à écouter un petit peu tout ce qu'on voit sur internet et tout, genre on dirait que vraiment genre en fait on n'a pas le droit de dormir, genre quelle que soit votre position, déjà elle est mauvaise, mais si en plus de ça vous avez genre un mauvais matelas ou quoi que ce soit, franchement vous pouvez mais avoir hyper mal au dos. Donc en gros ce que je fais c'est que depuis quelques mois maintenant, eh bien mes parents ont investi dans un surmatelas et mon dieu mais qu'est-ce que c'est révolutionnaire, genre vraiment j'ai ça que ce soit chez mes parents ou même à Paris, genre vraiment c'est quelque chose qui me sauve vraiment le dos. Après évidemment c'est pas la seule solution, genre il y a pas mal de choses à prendre en compte, genre par exemple la chaise de bureau, même le bureau en tant que tel, genre parfois vous pouvez régler la hauteur etc maintenant, donc en vrai il y a pas mal de choses. Après je sais ça a un coût, c'est assez onéreux quand même. Après quelque chose que mon ostéopathe m'avait vraiment genre conseillé de faire, c'était de m'asseoir sur un ballon de gym. Genre vous voyez les gros ballons que parfois vous pouvez trouver genre dans les open space ou même genre dans les salles de gym, les salles de sport etc. Genre un peu les ballons de femmes enceintes, vraiment elle m'a conseillé de m'asseoir dessus plutôt que de m'asseoir genre sur un tabouret ou genre je sais pas moi une chaise de bureau ou autre, et franchement encore une fois c'est magique. Après encore une fois ça prend quand même pas mal de place si vous habitez dans une petite surface, mais pour autant genre je sais pas comment expliquer, mais le fait de s'asseoir sur un ballon, en fait naturellement vous avez une position qui est extrêmement droite et qui du coup va vous maintenir dans cette position sans même vous en rendre compte. Du coup je saurais pas comment expliquer, genre vraiment ça fonctionne très très bien. Après vous vous doutez bien qu'en plus des douleurs, et bien la scoliose a aussi des conséquences sur la vie de tous les jours. Pour être honnête avec vous, c'est pas tant la douleur physique qui me dérange aujourd'hui, c'est plutôt l'impact que ça a sur ma cage thoracique, parce que ça c'est du coup propre aux personnes qui ont du coup une scoliose thoracique. Après je sais que moi j'ai vraiment une scoliose à 22 degrés genre dans les lombaires, donc j'ai moins de douleur au niveau du bas du dos, mais au niveau de la cage thoracique franchement c'est horrible. En gros quand j'ai commencé du coup le sport à l'école, genre vraiment pendant les cours de PS, souvent il y a toujours genre un sport un peu genre athlétisme, 3x500 etc. Pour ma part j'avais toujours du mal à reprendre mon souffle pour les sports d'endurance. Genre vraiment j'avais beaucoup de mal en fait à reprendre ma respiration et en fait je m'essoufflais vraiment en 2-2 au point de me demander si j'étais pas genre asthmatique. Et du coup toute ma vie depuis mon enfance je me suis toujours convaincue qu'en fait j'étais nulle dans ces sports là parce que tout simplement je partais avec une mauvaise base. Déjà faut savoir que j'ai pas de problème cardiaque à proprement parler si ce n'est un souffle au cœur, mais en gros quand j'ai commencé du coup mes séances chez l'ostéopathe, et bien elle a tout de suite remarqué que de mon côté droit du coup genre c'est comme si mes côtes étaient genre un petit peu plus rapprochées que de mon côté gauche. Du coup vraiment je le sens et ça se voit d'ailleurs sur ma radio. Bon après encore une fois c'est assez subtil mais quand même. Et suite au diagnostic effectivement mon médecin traitant comme
le chirurgien du coup qui m'avait reçu m'avait tout simplement expliqué que le fait d'avoir une scoliose thoracique, en fait ça pouvait tout simplement faire pression sur le poumon et que du coup ça pouvait mener à des problèmes respiratoires. En tout cas, sachez que maintenant eh bien je sais écouter mon corps, vraiment j'ai appris des choses dont j'ignorais jusqu'à présent, donc comme quoi le fait genre d'être entre guillemets asthmatique alors que c'est pas le cas, etc. Bah, tout ça ne résultait en fin de compte que de ma scoliose. Et du coup c'est hyper important, mais maintenant je sais quand poser des limites, quand est-ce qu'il faut que je me repose, quand est-ce que je sais que les douleurs vont être un peu importantes, etc. Enfin maintenant je sais prévenir tout ça. Après ça a toujours ses limites, c'est bien d'écouter son corps, mais il y aura toujours des situations un petit peu plus genre défavorables pour nous. En dernier lieu, une conséquence qui est assez importante, je trouve, c'est la grossesse. J'en suis pas encore là, mais c'est bien connu, la scoliose eh bien, peut mener à des complications lorsque vous attendez un enfant. Ça va tout simplement accentuer d'autant plus les difficultés respiratoires, les douleurs musculaires, etc. qu'une femme enceinte déjà a en temps normal. Et pareil, ça peut avoir un impact sur l'anesthésie lorsque vous allez accoucher, je pense notamment à la péridurale. Dans certains cas, la péridurale est fortement déconseillée pour la simple et bonne raison qu'on a une anatomie au niveau du dos qui est tout simplement différente, ce qui fait que ça peut compliquer en fin de compte le process. Donc généralement, les personnes atteintes de scoliose vont tout simplement opter par un autre moyen anesthésiant. Non seulement avoir une scoliose, ça a un impact au niveau physique et esthétique, mais ça a également un impact psychologique dans certains cas. Si jamais vous souffrez d'une scoliose et que vous avez du mal à en vivre, vraiment n'hésitez pas à en parler autour de vous. Votre scoliose ne doit en aucun cas vous empêcher de vivre et surtout de profiter de votre vie. Vraiment faites des activités qui vous plaisent, des choses qui vous font du bien au quotidien, parce que de toute façon la phase la plus dure c'est de s'accepter, d'accepter sa scoliose. Mais de toute façon, scoliose ou pas scoliose, ça ne remet pas en cause ce que vous avez à offrir et surtout ce que vous avez à l'intérieur de vous et votre valeur. Je sais que quand on a une scoliose, on a d'autant plus tendance à se comparer, à regarder des photos d'autres dos, etc. Mais de toute façon, il faut savoir que chaque corps est différent. Moi aussi, pendant des années, j'ai beaucoup complexé sur mon dos. Mais dans tous les cas, j'ai fini par l'accepter parce que les personnes autour de moi m'ont garanti le fait que quand on ne le savait pas, ça ne se voyait pas. Genre, il y a beaucoup de mes potes qui, par exemple, ne savent pas ou du moins ne savaient pas que j'avais une scoliose pour la simple et bonne raison que quand on ne le sait pas, bah en fait, de prime abord, ça ne se voit pas. Après ça, dans tous les cas, c'est un peu le cercle vicieux des complexes, c'est que quand nous, on a une fixette sur quelque chose, bah en fait, on a tendance à croire que tout le monde fait aussi une fixette sur la même chose, alors que pas du tout. Genre vraiment, assumez votre dos, soyez-en fiers. Genre même moi, jusqu'à présent, j'avais un petit peu de mal, je l'avoue, à porter genre tout ce qui est dos nu, etc. Parce qu'en fait, il y a une période où je me sentais pas légitime à en porter, mais au contraire, mettez vraiment en valeur bah, vos défauts, etc. Parce qu'en fait, genre, dans certains cas, ça peut vraiment faire une force. Après, la chose qui me gêne aujourd'hui, c'est vraiment genre ma posture. Vraiment, ça, c'est un truc que vraiment je dois améliorer parce que c'est plus possible. C'est très bien, j'en suis consciente, mais maintenant, faut vraiment genre faire des progrès à ce niveau-là. En tout cas, si je devais conclure cette vidéo, vraiment faites-vous confiance. Écoutez votre corps et si jamais des parents passent par là et écoutent cette vidéo, vraiment faites attention à la croissance de vos enfants, quitte à regarder de temps en temps lorsqu'ils se penchent en avant s'il n'y a pas une petite bosse ou s'il n'y a pas une légère déviation au niveau de la colonne vertébrale. Et sinon, dans le doute, bah après il y a toujours les visites médicales ou autres. Mais si jamais vous doutez d'un diagnostic, de paroles de professionnels, etc., ne faites pas comme moi, ne prenez pas tout pour acquis. Rien ne vous empêche de consulter d'autres professionnels de la santé, histoire d'avoir par exemple un deuxième diagnostic.